à fait. Donc en fait, Wistv en fait, travaille avec tous les constructeurs, a une plateforme en fait, ce qu'on appelle SaaS. Donc on est une passerelle en fait entre les éditeurs et entre les écrans de télévision. Donc il y a un travail avec les éditeurs au niveau design, au niveau ergonomie, pour porter le contenu qui vient soit de podcasteurs, soit de gros opérateurs du web. Et ce travail amène ce contenu vers les écrans sans effort, je dirais. Les applications sont très développées. Il y a juste des connecteurs, il y a juste des métadonnées, des vidéos à prendre, à les mettre dans une passerelle. Elles sont perceptibles, quel que soit l'écran de télévision. Après, les écrans des fabricants, je dirais, est au cœur du foyer. Et il y a l'usage des utilisateurs. Ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une appétence très forte. Par exemple, si on prend le cas de Dailymotion, on est à plusieurs centaines... Ici présent. Oui. De par Eric. Eric Krébert qui doit être dans la salle. À moins qu'il soit parqué là-haut, parce qu'il n'y a plus de place dans la salle. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a vraiment un très très grand nombre d'utilisateurs derrière, avec des millions de vidéos vues sur l'écran de télévision. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant approuvé, qui est dans les gènes des utilisateurs. Donc à partir de là où, je dirais, Dailymotion était un contenu vidéo naturel, il y a toutes les applications connexes à la vidéo, qui sont les services comme par exemple au travers des écrans multiples, tablettes, téléphone portable ou écran de télévision, qui là est un usage de service de partage. Partage entre les membres de la famille, partage entre copains, et on s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui, l'écran de télévision, ils le consomment différemment. Ils ont une habitude du web, donc ils ont l'habitude de surfer, ils ont l'habitude de changer de contenu, ils ont l'habitude que le contenu, c'est quelque chose qu'ils recherchent, c'est quelque chose qui, pour eux, doit venir naturellement vers eux et quand ils le désirent. Donc, ce qui se passe au niveau des écrans, avec cette délinéarisation, ou avec je dirais, entre guillemets, le meilleur du web qui vient sur les écrans, répond totalement à cette attente des utilisateurs. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça va forcer les constructeurs à faire un marketing beaucoup plus ciblé qu'habituellement. Parce qu'à ma connaissance, quand on achetait une télévision dans la grande distribution, il n'y avait pas de différenciation particulière sur les classes d'âge ou les comportements consommateurs. Là, ça va changer leur marketing, a priori. Ah, totalement. Là, il faudrait plutôt poser la question. Oui, je crois qu'ils ont des réponses à donner. On va poser la question à Alexandre Fromond de LG. Vous êtes directeur marketing. Donc justement, comment vous abordez ce nouveau marché? Parce que c'est nouveau aussi pour vous. Alors, déjà, tout d'abord, il y a quand même un petit peu de marketing rien que pour vendre un téléviseur. Il y a une segmentation aussi dans l'absolu, oui. Malgré tout. Ah, quand même. Néanmoins, en effet, donc sur l'approche service, segmentation et autres, c'est un travail que nous n'allons plus faire seul. Parce que, d'un côté, certes, le fabricant LG va promouvoir pour vendre ses propres produits, mais on va s'appuyer sur les éditeurs qui seront présents avec nous sur le portail pour promouvoir le service. Et c'est un tout, ensuite, que nous allons vendre auprès du consommateur final. C'est un peu comme le monde du PC, finalement, ou du mobile, hein, où le téléphone ou le PC tout seul ne sert à rien, et il faut tout un écosystème de gens autour pour que ça tourne. Il faut un écosystème complet qu'on est en train d'élargir. Aujourd'hui, quand on parlait de convergence avec M. Moreau, pardon, en effet, je veux dire, on est vraiment dans ce stade-là. Le dernier écran qui n'était pas connecté, c'était la télévision. Donc, on devait y arriver. On y arrive aujourd'hui et on va y arriver très vite. Maintenant, il ne faut pas oublier trop de monde en chemin, ça c'est clair. Et donc là, il va falloir éduquer le marché. Et le fait que nous soyons des éditeurs pour le faire, ça ne sera pas de trop. Et donc là, dans la partie marketing, co-marketing et toutes les actions qui seront menées pour à la fois cibler les bonnes personnes et leur dire le service que vous recherchez est aujourd'hui bien présent sur le téléviseur et il est extrêmement simple d'accès, donc permettra justement aux gens de pouvoir avoir la volonté d'acquérir ce type de produits et surtout d'aller visiter les différents services et ne pas oublier bien sûr de connecter le téléviseur parce que c'est bien beau de vendre des téléviseurs connectés mais encore faut-il que le consommateur le connecte chez lui. Exactement. Alors je vais vous poser la même question qu'à Roberto. Vous êtes partenaire de la maison qui nous accueille ici, avec le portail Orange, donc qui est intégré dans la télé et avec vous la pouvez voir ici. À quoi ça sert et comment c'est utilisé par les consommateurs, puisque vous avez un début de recul, j'imagine, là-dessus aujourd'hui. Quels nouveaux usages ça a déclenché? C'est pas juste le plaquage de sites web d'un portail sur une télévision, j'imagine. Alors, d'abord, ce qui est extrêmement important, c'est d'ailleurs
Alain le soulignait très justement, il y a tous les devices et chaque device va avoir son rôle à jouer et chaque consommateur fera son usage en fonction du device en question. Là, ce que l'on peut voir, c'est qu'on est sur un portail qui est finalement extrêmement différent de ce que l'on peut trouver sur tous les autres devices. C'est un portail qui doit pouvoir être mené avec une télécommande, qui doit pouvoir permettre d'avoir accès aux très très peu de clics. Ici, 3 clics maximum par exemple, à partir du moment où je suis sur une chaîne, pour lancer le service auquel je dois avoir accès. Ça ressemble à quoi la télécommande d'ailleurs? C'est une télécommande classique ou il y a un clavier AZERTY Alors, il va y avoir en fait 2 télécommandes qui vont être présentes. La première qui est une télécommande classique, et donc on pourra manier avec la croix et la touche de validation pour pouvoir avancer. Et la deuxième qui est une télécommande qui va être l'équivalent d'une télécommande de la Wii. Je pense que tout le monde connaît la Wii. Et donc, grâce à ça, je pourrais juste aller pointer sur le service en question et donc lancer une télécommande gyroscopique qui capte la position. Tout à fait. D'accord. Et qui permettra donc de naviguer extrêmement facilement et très rapidement dans les... Y compris si on veut faire une recherche, puisqu'on entend beaucoup parler de fonctions de recherche maintenant dans les téléviseurs. Pour faire une recherche, vous avez du texte. Comment on tape le texte avec ce genre de télécommande? Alors dans la partie recherche, en effet, elle sera essentiellement liée, généralement lorsque les gens voudront aller chercher un film, mais sinon l'objectif c'est que la fonction recherche soit utilisée au minimum, bien évidemment. Mais si on doit passer par là, il y a des moteurs de recherche qui existent et aujourd'hui on met à disposition auprès du consommateur tous les moyens possibles pour pouvoir faire la recherche. Ça va être le classique, je suis obligé de mettre un clavier et donc avec ma croix je vais chercher. Ça c'est le premier. Le deuxième... C'est laborieux. On est bien d'accord. Le deuxième c'est le succès du SMS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur chaque touche de la télécommande avec les chiffres là où je change de chaîne, je vais finalement y appliquer les lettres comme sur mon clavier téléphonique et je vais pouvoir, grâce au système de SMS, taper de manière beaucoup plus rapide les éléments qui m'intéressent. Et puis le troisième, c'est la Wiimote, c'est la gyroscopique, ce qu'on appelle la Magic Remote Control, qui permettra de les cliquer tout simplement sur la lettre. Et tout ça sera accompagné d'un moteur de recherche, c'est-à-dire que dès que j'aurai tapé un minimum de 3 lettres, j'aurai tout de suite une liste de propositions qui me sera proposée et je n'aurai plus qu'à cliquer sur... Est-ce que ça veut dire aussi que la notion de recommandation joue pas un rôle presque plus important que la recherche? C'est ce que j'entends dire beaucoup chez pas mal d'acteurs de ce marché. Ils cherchent tous à améliorer les guides de programme pour que la recommandation fasse du push, de la vidéo, de vidéo à la demande ou autre offre de ce type-là. Tout dépend de ce qu'on entend par recommandation. Il est bien évident que sur la recommandation, lorsqu'on est dans la VOD, je veux dire, c'est comme quand on arrive sur un portail internet ou c'est comme dans un journal où j'ai la homepage avec les différents éléments qui vont me pousser à plutôt aller voir tel ou tel article. Là, ce qui va être important, c'est qu'en très peu de temps, le consommateur puisse avoir un panorama complet de ce qui peut l'intéresser et qu'il puisse aller y avoir accès très rapidement. Si je reprends également ce qui a été dit au départ, ce qui va être important, ça va être à la fois de localiser, et donc d'avoir des éditeurs qui font partie du pays, font partie du paysage et du quotidien de l'utilisateur. On a pris ici le cas d'Orange pour commencer, mais bien évidemment, un tas d'autres éditeurs vont nous rejoindre qui sont dans le paysage français. C'est la possibilité aussi de pouvoir... excusez-moi, j'ai perdu le... C'est pas grave, c'est pas grave. J'étais parti sur... On était sur le search, la recommandation. Voilà, sur le search, la recommandation. Donc sur la recommandation, c'est aller aussi, donc c'est ce paysage global, c'est le film, mais en même temps, c'est pouvoir avoir accès directement à quelque chose que je vais utiliser de manière régulière. Donc, c'est avoir un choix un peu comme important. Le bookmarking sur le web, quoi. C'est le même concept. Voilà, c'est juste un choix important, certes, mais pas des milliers d'applications. On sait bien aujourd'hui que avoir des milliers d'applications, ça ne sert pas à grand-chose. Plein de gens investissent, mais au bout du compte, peu de gens arrivent à avoir un retour sur investissement. C'est un peu comme les chaînes de télévision. On en a beaucoup, mais on en regarde, paraît-il, que 5 à 10 maximum en moyenne. Quoi. Voilà, bon, quand il y en a 18, ça va encore, elles arrivent à peu près à s'en sortir, et encore. Donc oui, il faut offrir du choix, mais à un moment donné, il faut être sûr aussi que les personnes qui vont investir dans le portail en question puissent être sûres d'avoir ce retour sur investissement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus donner l'accès à trop oui, de... Donc vous êtes amené, j'imagine, chacun d'entre vous, à donner des sortes de gages de visibilité à vos partenaires contenus pour éviter d'être noyés dans la masse, comme ceux qui sont sur Google, enfin, qui doivent faire du SEO, d'optimisation de recommandations. Excusez-moi.
du référencement naturel sur Google pour être visible quand on tape un mot-clé. Vous allez aller au-delà de ça, quoi. Il y aura plusieurs échelles, mais en effet, une des volontés, c'est de faire en sorte que les éditeurs qui nous semblent être principaux dans le paysage audiovisuel puissent avoir en effet un gage de visibilité important. D'accord. Je vais passer au suivant, donc, qui est Christophe Desclous de Panasonic. Alors, Christophe Desclous représente un acteur qui a beaucoup d'activités, et à l'instar du suivant qui est Sony, il est présent sur toute la chaîne de production des contenus, puisque ça démarre avec le broadcast, avec les caméras, avec le cinéma, et puis ça va jusqu'au delivery chez l'utilisateur. Et un des paris que vous faites, comme la plupart des gens qui sont ici, c'est aussi la 3D, puisque ça fait partie aussi de l'agenda aujourd'hui. Comment la 3D s'articule avec ce qu'on vient de dire, quels sont les investissements que vous faites dans ce domaine-là, et est-ce que finalement ces deux marchés qui sont en train d'avancer un peu en parallèle vont se croiser à un moment donné, quoi. Déjà bonsoir, j'imagine qu'ils vont se croiser à un moment donné. La 3D, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde en parle, tout le monde voit, vit une expérience avec la 3D. On a dit beaucoup, très souvent depuis un an, que l'expérience de la 3D, c'est un petit peu le passage du noir et blanc à la couleur, parce que c'est une expérience qui se vit. La vision de Panasonic sur la 3D, c'est que c'est véritablement une expérience qui se vit. Je dis ça parce que vous avez forcément pensé au port des lunettes. La 3D aujourd'hui, c'est le port des lunettes. Et pour nous, c'est une expérience dans un foyer pendant 2 heures qui s'articule autour de 3 piliers qui sont le cinéma, le sport, qui peut être diffusé en direct, ou le gaming, voire bientôt le... Avec une autre catégorie qu'on verra tout à l'heure, mais bon. Vous savez parler du cinéma? Oui. Et surtout, il y a un 4e pilier qu'on lance en ce moment, qui est de faire ces films 3D soi-même, avec un caméscope en public qui est lancé ce mois-ci. Donc l'expérience est véritablement l'axe principal pour la 3D et rejoint la télé connectée parce que les plateformes qu'on met en place, nous tous, et les applications qu'on met à la disposition du consommateur, c'est également une expérience. Le consommateur va trouver l'application dont il a besoin, pas entretient, mais qui l'entertain, et où il trouve un petit peu ses besoins. C'est pas un cauchemar pour les directeurs marketing que vous êtes, parce que finalement vous avez deux grandes innovations qui arrivent en même temps. C'est très synchrone, hein, l'arrivée de la 3D, l'arrivée de la télé connectée. On dit souvent qu'en marketing, il vaut mieux avoir un seul message pour que les gens comprennent, hein, que ce soit simple. Là, vous avez deux grands messages à porter en même temps. C'est vrai. On gère ça comment, d'un point de vue communication? Déjà, ça dépend de là où on se sent le plus à l'aise, le plus fort. Nous avons une télé... on a vu votre choix. Connectée. On a une plateforme Viracast avec des applications vidéo, mais également de Bloomberg, par exemple, la météo, ou Skype. On peut skyper maintenant directement avec sa télévision. Il est vrai que c'est plus excitant en tant que directeur marketing de pouvoir vendre ou en tout cas marketer la 3D. Vous disiez, on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Par exemple, sur un film Canada, il y a eu des caméras qui ont été utilisées chez nous, mais aussi chez nos confrères. On sort des caméras professionnelles pour permettre de la prise de vue, de la diffusion en direct de sport ou même de documentaires. Nous avons des films qui sont en Blu-ray 3D, donc c'est effectivement beaucoup plus excitant de vendre la 3D. Mais la télé connectée et aujourd'hui les plateformes qu'on propose, ça va quasiment de soi. Aujourd'hui, on a un iPhone ou une marque, quelle qu'elle soit, qui a une application sur le téléphone, ou ce qu'on appelle les smartphones, les iPads, les tablettes. Alors nous, on ne lance pas de tablettes, donc je ne vous annoncerai pas que la séquence des tablettes cette année, mais c'est notre grande tablette, c'est l'écran avec la plateforme Viracast. Il faut imaginer que la tablette pilote l'écran aussi, éventuellement. On pourrait imaginer, on se pose effectivement la question, c'est assez compliqué, mais ça serait l'idéal, effectivement, que la télécommande soit sur une tablette et qu'on puisse envoyer nos photos sur l'écran, des vidéos. Il y a une question de prix, évidemment, qui entre en ligne de compte. Oui, et puis un petit peu de recherche. Alors, par contre, il y a un autre sujet, toujours dans cette dichotomie entre la télé connectée et la 3D, c'est comment on le vend et comment on le montre. Alors, si on va à la FNAC ou chez Darty ou dans un autre magasin de la grande distribution, la 3D, on peut le voir, on a des lunettes, on regarde, on teste rapidement. La télé connectée, c'est plus compliqué à vendre. Les vendeurs dans ces magasins-là n'ont pas l'air d'être formés, les télés ne sont pas forcément bien connectées dans les magasins. Alors, comment on peut vendre les deux proprement? Alors, vendre la 3D en magasin, déjà, ça
commence à être un phénomène de mode, aller en magasin, voir ce que donne véritablement la 3D. C'est pas ce casse-bine maintenant, non? Non, faut pas exagérer. Ça fait 5 mois, hein. Ça fait 5 mois qu'on a lancé les premières télévisions 3D. Non, pas encore. Mais ça va aller très vite. Et donc,